Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cinéma 4D. Aujourd'hui, réponse à des questions. Je vais répondre à quelques questions et ensuite on parlera des nouveaux thèmes YouTube. Je montrerai comment on peut préparer une scène pour créer son nouveau thème YouTube, sa bannière de thème YouTube, des nouveaux thèmes dans Cinéma 4D. On fera pas une bannière, mais je montrerai comment mettre en place en fait ce qui peut vous servir de guide. Donc, je reçois beaucoup de questions par mail, par message privé, par commentaire sur le blog. Beaucoup, et j'y réponds toujours. Soit par écrit, soit en vidéo quand c'est utile, quand c'est plus intéressant pour moi de répondre en vidéo, quand j'ai le temps, quand c'est plus facile d'expliquer quelque chose en vidéo que par écrit. Et de temps en temps, il y a des questions que je mets de côté parce que je trouve qu'elles sont intéressantes et que la réponse peut servir à plusieurs personnes. Des fois, c'est juste des questions sur un point précis, sur une modélisation de la personne est en train de faire ou une animation. Et des fois, c'est quelque chose de plus générique et dans ce cas-là, c'est intéressant de donner la réponse à tout le monde. Donc je mets ces questions un petit peu de côté et puis de temps en temps je fais une vidéo comme actuellement, réponse à des questions où je reprends ces questions. Donc on va répondre à toutes ces questions, enfin pas toutes, juste quelques-unes que j'ai sélectionnées. Et je pense que ça va être intéressant. La première question qu'on m'a posée, que j'ai retenue, c'est un utilisateur de Maya, le logiciel Maya, qui est en train de passer à Cinéma 4D et qui se demande est-ce qu'il y a des raccourcis clavier pour, comme dans Maya, switcher en fait dans les différents modes de modélisation. C'est-à-dire qu'ici je suis dans Cinéma 4D, j'ai un truc que je modélise par exemple, je suis en mode modèle, je passe en mode point, je travaille en mode point, puis à un moment donné il faut que je passe en mode polygone, donc je clique ici polygone, à un moment je vais passer en mode arête, et comme ça je travaille en fait sur toute la forme en switchant entre les différents modes ici. Dans Maya, quand on modélise, il y a un raccourci clavier qui permet de faire cette manipulation là, de changer les modes très facilement juste avec un mouvement de souris. C'est-à-dire qu'on appuie sur une touche, on a un menu contextuel un petit peu comme ça, un truc dans ce genre-là. Et puis quand on déplace la souris à droite, à gauche, en haut, en bas, on switch en fait dans les différents modes. Alors j'utilise pas Maya donc je connais pas bien, mais dans Cinéma 4D, on peut aussi switcher très rapidement dans les différents modes. Par exemple, bon, c'est quelque chose que moi je fais pas dans mes vidéos tutoriels parce qu'en fait, une vidéo tutoriel c'est très visuel. Donc si j'utilise que des raccourcis clavier comme je le fais pour moi quand j'utilise Cinéma 4D pour moi, si j'utilise que des raccourcis clavier, ceux qui suivent le tutoriel vont vite être perdus, ils vont pas comprendre. Ou là, il va falloir que je dise à chaque fois que j'appuie sur telle touche pour faire telle ou telle chose. Donc je me force en fait à aller cliquer sur les icônes. À chaque fois que je change de mode, je force à aller cliquer sur chaque élément pour bien montrer ce que j'utilise. Seulement, on n'est pas obligé de cliquer, on a des raccourcis clavier pour pratiquement tout. Ici, je suis par exemple en mode point. Voilà. Je vais prendre ça comme ça, en mode point. Là, je peux travailler en mode point. Et si je veux rapidement passer en mode arrête, eh bien le raccourci clavier, il est tout bête, c'est la touche entrée. Sur votre clavier, vous avez la touche entrée, celle du pavé numérique ou celle qui est à peu près au milieu du clavier, pas tout à fait mais presque. Vous appuyez dessus une fois, ça change en fait du mode point au mode arrête. Si je rappuie encore une fois sur la touche entrée, ça va passer du mode arrête au mode polygone. Et si j'appuie encore une fois sur la touche entrée, ça va passer du mode polygone au mode point. C'est-à-dire que ça change de manière cyclique en fait entre les trois modes qui sont ici. Le mode point, le mode arrête, le mode polygone. Donc j'ai juste à appuyer sur la touche entrée autant de fois que possible, que nécessaire, pour switcher dans la bonne vue, dans le bon mode. Voilà, ça c'est une petite chose qu'il faut connaître, c'est bien, parce que quand on modélise sur quelque chose où il faut déplacer beaucoup de points, ça évite justement d'aller déplacer à chaque fois la souris sur la gauche de l'écran pour aller cliquer en fait sur le bon mode. Surtout que quand on travaille sur des écrans assez grands, des fois on travaille sur un écran où on n'a que la vue 3D sur un écran, et puis sur un autre écran on a toutes les icônes, enfin moi c'est ce que je fais. Généralement, je sais pas si ça va se voir si je fais ça. Voilà, par exemple ici j'ai que la vue de travail, j'ai pas les icônes ici sur le côté, et sur notre écran, alors je vais essayer de réduire un petit peu la fenêtre. Sur l'autre écran, voilà, non, ça passera pas, ça passe derrière, bon c'est pas grave. Sur l'autre écran, j'ai tous les outils en fait de Cinéma 4D, toutes les palettes d'ouvertes, etc. Donc quand je veux travailler sur une modélisation, c'est plus pratique d'utiliser les raccourcis clavier. Et donc là, la touche entrée permet de switcher entre ces différents modes.
Voilà, là, ici, comme ça. Simplement la touche entrée. C'était tout bête et il fallait juste le savoir. Donc ça c'était une première question. Ensuite, oui, on me demande comment on peut effacer des arêtes. Ah oui, alors. Souvent je dis il faut nettoyer les maillages. Quand on modélise quelque chose, il faut partir avec un maillage propre dès le départ. C'est-à-dire que il faut mettre énormément de soin à ce que l'on modélise. Alors j'avais préparé un truc. Voilà. Ça, on va mettre ça un petit peu comme ça. Voilà, donc ici par exemple, j'ai un maillage et ici j'ai des points, des arêtes qui me plaisent pas. J'ai par exemple ici deux triangles. J'aimerais m'en débarrasser de ces triangles. Alors le truc tout bête, et bien ici c'est par exemple de prolonger cette ligne là, ici, de la prolonger ici avec le couteau, après de la reprolonger ici, et puis je me débarrasse en fait ici des deux triangles. Je vais faire ça tout de suite, alors je vais retirer ça, je vais retirer ça. Je vais passer ici en mode polygone. Je vais prendre l'outil couteau, donc touche K, en mode ligne. Et ici, je vais faire une ligne comme ça. À peu près, on va dire là. Et ensuite, une ligne comme ça. Voilà. Et ensuite, maintenant, il faut que je me supprime en fait des arêtes. Donc, je vais passer ici en mode arête. Je sélectionne les arêtes que je veux supprimer, celle-là. Alors, j'ai peut-être mal placé le point pour qu'il m'ait mis une arête comme ça. Non, c'est bon. Donc si je veux me débarrasser de cette arête là, si je fais juste supprime, ça me supprime la face. Et ça c'est pas ce que je veux, parce que je veux conserver en fait le quadrangle. Donc le truc, et ça tout le monde n'est pas au courant, généralement les gens font juste supprime. Le truc c'est de faire un clic droit et de sélectionner ici dissoudre. Alors moi j'ai assigné une touche ici, généralement il n'y a pas de raccourci clavier. Mais ça c'est un raccourci clavier que j'assigne en fait aux outils que j'ai besoin, c'est un raccourci clavier flottant, c'est-à-dire qui change régulièrement d'outils. Mais donc dissoudre, j'ai juste à cliquer dessus, ça efface en fait l'arête sans effacer le polygone. Donc on peut faire ça en fait comme ça sur tous les éléments que l'on veut effacer. Voilà, ici dissoudre, et là maintenant je n'ai plus le triangle que j'avais qui était pas beau. Par contre ici hop, glissement un petit peu comme ça, voilà. Donc voilà, ça c'est le truc tout bête à savoir quand on veut nettoyer un maillage, quand on veut retirer des arêtes pour transformer des triangles en quadrangle. Il ne faut pas sélectionner l'arête et faire supprime, parce que si on fait ça en fait, si je fais juste supprime, en fait j'efface l'arête mais j'efface le polygone, ça déplace le maillage, c'est tonnes de problèmes. Il faut vraiment sélectionner l'arête et utiliser l'outil ici dissoudre qui est conçu pour ça, qui est conçu pour justement dissoudre une arête proprement dans un maillage. Donc voilà, ça c'était un petit truc qu'il fallait que je précise. On m'avait posé la question, donc comment nettoyer, comment effacer des arêtes pour nettoyer un maillage. Et ça c'est très important de nettoyer les maillages sur lesquels on travaille, parce qu'en fait ça permet de gagner un temps fou ensuite quand on fait les textures ou quand on veut lisser quelque chose. En fait c'est vraiment le truc qu'il faut faire. Ensuite, les rendus vidéo. Ah oui, alors ça, je peux effacer ça. On va fermer ça. Voilà. Je reviens sur cette vue-là. Donc, on m'a demandé comment on peut faire un rendu vidéo. Donc, exporter en .mov, un rendu vidéo par image, en conservant une couche alpha. C'est-à-dire que ici, quand on fait un rendu, souvent je vois des personnes qui font des rendus d'images sans utiliser de fond, et puis ils exportent en fait au format PNG, ici, qui permet d'avoir un fond vide. C'est pas forcément la meilleure méthode si on veut garder la bonne qualité. En fait, c'est mieux d'utiliser du TIFF parce qu'il y a une vraie couche alpha. TIFF égale PSD. Donc ici, on peut conserver la couche alpha, le canal alpha, en cochant ici canal alpha. Le format QuickTime, Film QuickTime, voilà. Je sélectionne bien ici Film QuickTime. Je conseille pas de faire de rendu vidéo, mais admettons. Film QuickTime, on peut cocher le canal alpha parce que le QuickTime
peut avoir un canal alpha. Il peut y avoir une couche alpha dessus. Donc on peut faire une vidéo sans fond, ce qui peut être intéressant sur certains logos, des petites animations pas très longues où le format QuickTime, le format vidéo direct n'est pas gênant. Dans ce cas, comment faire pour conserver en fait la couche alpha? Parce que quand vous faites ça, que vous faites votre rendu en QuickTime comme ça, vous n'aurez pas la couche alpha. Parce que ici, il y a un réglage à faire, et ce réglage, il est tout bête, mais il faut le connaître. Donc comme on m'a posé la question, je le donne tout de suite. Ici, vous sélectionnez donc bien QuickTime. Alors vous ne mettez pas de fond à votre animation, forcément, vu que vous ne voulez pas de fond. Vous cochez bien Canal Alpha ici, c'est important. Vous prenez bien votre QuickTime, c'est important. Vous allez dans Options. Ici, vous laissez Animation. Vous mettez Animation, Animation ou sans. C'est l'un ou c'est l'autre. Animation, c'est un petit peu plus compressé, mais en gardant la bonne qualité. Et ici, couleur, c'est ça qui est très important, c'est le truc qu'il faut connaître. Ici, il faut passer en millions de couleurs plus. C'est-à-dire que vous aurez toutes les couleurs disponibles dans la vidéo, et le petit plus, c'est pour la couche alpha. Donc en fait, en sélectionnant millions de couleurs plus, vous obtenez en fait un QuickTime, un fichier .mov avec une vraie couche alpha dessus. Donc on sélectionne ça comme ça, millions de couleurs plus, animation. Ici vous mettez le nombre d'images par seconde en rapport avec votre projet, avec vos réglages dans Cinema 4D. Et quand vous faites ça, si vous n'avez pas de fond dans votre animation, vous n'aurez pas de fond dans votre fichier MOV. Vous aurez un vrai canal alpha. Par contre, comme je le dis toujours, je vous déconseille de faire des rendus au format vidéo. Je vous conseille plutôt de le faire au format image. Vous aurez une série d'images. Et puis en faisant ça, vous pouvez ici demander un alpha séparé. Donc vous aurez non pas une vidéo, mais deux vidéos. Une vidéo de votre animation et une vidéo qui en fait est une vidéo noir et blanc avec pour l'alpha en fait. Donc que vous pouvez utiliser dans un logiciel de montage pour détourer en fait votre vidéo. Donc ça c'était pour les rendus vidéo avec une couche alpha intégrée dans le fichier .mov. Voilà, donc je rappelle bien Film QuickTime, option, ici millions de couleurs plus, et ici animation ou sans. Parce que les autres modes de compression vont dégrader l'image et vous n'aurez pas une couche alpha. Ensuite on m'a demandé, ça je retire, voilà, on m'a demandé comment, oui, il y a une petite astuce. Quand on utilise des caméras, on ajoute une caméra à la scène, alors je vais remettre ça, on ajoute une caméra à la scène, et puis la caméra, imaginons qu'on veut la loquer à un endroit, il y a une astuce qui consiste à sélectionner la caméra, se mettre à la frame 0, puis mettre une clé. Comme ça on dit cette caméra là, à la frame 0, elle est là. Donc ensuite, si on la déplace, comme ça, voilà, par erreur, et qu'on veut revenir sur la vue de base, on revient à la frame 0, et on reprend en fait la caméra telle qu'elle était à la frame 0, parce qu'on a mis une clé ici. Moi, c'est pas une méthode que j'aime beaucoup, c'est une méthode qui marche, mais il y a une autre méthode toute bête. En fait, quand on met une caméra et qu'on veut pas qu'elle bouge, clic droit, propriété Cinema 4D, protection. Ici, on ajoute le tag protection. Le tag protection va indiquer à Cinema 4D que l'objet sur lequel ce tag est placé, cet objet ne doit pas bouger. Il ne bougera plus du tout. C'est-à-dire qu'ici, si je veux déplacer la caméra, vous voyez, je peux pas. En fait, j'ai beau cliquer et déplacer, ça marchera pas. Si je me mets sur la caméra et que je fais un déplacement comme ça marche pas en fait parce que ici il y a le tag protection qui justement empêche la caméra de bouger. Donc vous pouvez ajouter autant de caméras que vous voulez dans votre scène et mettre des tags de protection partout. Si vous voulez, vous pouvez également mettre ce tag sur des objets. Ici par exemple je peux très bien le mettre sur le cube et le cube ici je peux plus le bouger. Alors je peux en mettre plusieurs tags de protection sur plusieurs objets forcément. Donc ça c'est le petit truc que je préfère plutôt que d'utiliser ici la ligne de temps, parce que la ligne de temps quand on travaille sur des animations, on se retrouve après avec des clés un peu partout sur le début de la ligne de temps avec des caméras placées dessus, et puis on a oublié de retirer ces tags et puis c'est gênant, alors que le tag protection en fait on les voit bien déjà, et puis on peut les retirer facilement juste en faisant supprime après les avoir sélectionnés. Ensuite, deuxième truc à connaître sur la caméra, j'ai pris la caméra ici, et puis je l'ai déplacée sans le vouloir. Voilà, j'ai fait un déplacement sans le vouloir. Comment je peux revenir en arrière? Si je fais CTRL Z, si je fais comme ça fonctionne. Mais il y a un truc exprès pour les caméras, quand on a déplacé une vue,
par exemple, je vais prendre une vue. Là, je suis pas dans la caméra, hein. Je me déplace comme ça dans la vue. Si je fais retour, ici, ça fait rien. Parce qu'en fait, je suis pas sur la caméra ici. Là, je suis sur la vue. Voilà. Donc, je vais bien remontrer tout. Je mets un cube. J'ai pas de caméra du tout dans ma scène. Voilà, je suis comme ça. J'ai pas de caméra du tout dans ma scène. Et puis d'un coup, bon, j'ai mis mon cube. J'ai peut-être mis aussi une sphère. Voilà. Et puis d'un coup, par erreur, j'ai déplacé la vue comme ça. Puis, ah zut, je voulais garder la vue précédente. Comment je peux faire? Ici, si je fais retour CTRL Z, ça marche pas. Dans ce cas-là, il faut que je fasse CTRL majuscule Z. CTRL majuscule Z me fait revenir en arrière la vue de perspective ici, la vue de travail, sans utiliser de caméra. C'est-à-dire que ici, si je fais CTRL Z, ça va jouer sur les éléments dans la scène, mais CTRL majuscule Z, ça va jouer sur la caméra fictive qui n'est pas une caméra, c'est vraiment la vue. Donc CTRL majuscule Z, c'est le truc à connaître. Quand vous faites un déplacement comme ça, vous vous êtes trompé, CTRL majuscule Z, ça revient en arrière. Voilà, ça c'était un petit truc à connaître aussi. Ensuite, il y a un autre raccourci clavier qui est très pratique, que j'utilise généralement, mais que je ne montre pas dans les vidéos. Pour ça, j'ai besoin d'une scène un peu plus complète. On va prendre celle-là. Et on va prendre l'épée. Voilà, l'épée. Ici, j'ai une épée, et ici, il y a un HyperNoise. Toute l'épée entière est placée dans un HyperNoise. Si je peux désactiver et activer l'HyperNoise, on voit la différence. Voilà, on va essayer de zoomer, on va zoomer là-dessus. Voilà. Ici, je désactive l'HyperNoise, on voit s'il est désactivé. Je réactive l'HyperNoise, il est réactivé, tout est lissé. Comme tout à l'heure pour ces icônes-là, j'ai expliqué, des fois on a ici juste la vue de travail parce qu'on a modifié un peu l'interface. Donc on utilise beaucoup les raccourcis clavier. Et puis quand on veut désactiver, réactiver un HyperNoise parce qu'on travaille sur des modélisations et on a besoin de savoir si l'arrondi passe bien avec l'HyperNoise, et puis on a besoin de travailler sur les points sans l'HyperNoise. Alors tout le temps on est obligé de revenir dans cette vue là et d'aller cliquer ici sur cette petite coche pour désactiver l'HyperNoise, recliquer dessus pour le réactiver. Des fois ici on a beaucoup de choses, on a une hiérarchie très grande, et puis on galère un petit peu à retrouver quel HyperNoise correspond à quoi. Il y a un raccourci clavier qui est tout bête. On sélectionne en fait un objet, et puis on appuie sur la touche Q. Alors c'est la lettre Q, juste à gauche de la touche S, hein, à droite de la touche verrouillée majuscule. J'appuie dessus, ça active ou désactive le générateur parent de l'élément sélectionné. C'est-à-dire qu'ici, j'ai sélectionné le pommeau, qui est ici, cet élément-là. Ou j'aurais pu sélectionner celui-là, ça revient au même, la poignée. Si j'appuie sur la touche Q, en fait, Cinema 4D va chercher dans les éléments parents, donc au-dessus de celui-là, l'élément générateur, c'est-à-dire celui avec cette icône verte. Ici c'est un HyperNoise, mais ça pourrait être une révolution NURBS, ça pourrait être une extrusion contrôlée, ça pourrait être une extrusion NURBS ou une PONURBS. Du moment que c'est un de ces éléments-là, c'est pris en compte. Cinema 4D va chercher cet élément-là, et ici il va désactiver ou activer la petite icône. Donc si j'appuie sur la touche Q ici, on voit que ici ça me passe en fait la petite icône en rouge et l'HyperNoise est désactivé. Si je rappuie dessus, ça le réactive. Ça c'est très pratique parce que quand on travaille ici par exemple en mode point pour déplacer en fait des points ici, ici je suis avec l'HyperNoise, c'est pas pratique. Je sais que je vais travailler sur ce point là, je fais juste la touche Q, hop, je désactive l'HyperNoise, je peux travailler sur ce point et je fais juste encore une fois la touche Q pour réactiver l'HyperNoise et voir tout de suite les différences avec et sans l'HyperNoise. C'est vraiment très pratique. Donc ça c'était une petite touche à connaître, un petit raccourci à connaître que je montre pas généralement quand je fais les vidéos parce que c'est une touche de raccourci. Comme j'ai dit, les vidéos c'est très visuel. Ici c'est des vidéos, tutoriel vidéo, donc c'est vraiment visuel. Donc cette touche là très utile. Ensuite ah oui, je vais reprendre une autre scène. On va faire par exemple un cube, voilà. On va le rendre éditable. Je vais passer en mode face, en mode polygone. Je vais retirer la grille histoire que ça soit un peu moins fouillis, voilà. Et je vais prendre l'outil couteau, donc la touche K,
outil couteau, et je vais me passer en mode boucle. On utilise beaucoup le mode boucle avec l'outil couteau. Et puis, imaginons que j'ai envie de créer une boucle ici, et puis en créer une ici par exemple. Mais seulement, ici on voit que c'est pas super précis, parce qu'en fait, quand je veux faire ici une boucle à pile 95 par exemple, bon, je vois ici, à décalage, il y a le pourcentage qui m'indique à quel pourcentage de cette arête je suis. Ici, je peux aller à pile 95, mais ça va être vraiment difficile à atteindre pile 95. Et si en bas, je veux faire pile 5%, ici, c'est pareil, je vais avoir beaucoup de mal, en fait. Il va falloir que je zoome et que j'essaie de retrouver exactement le truc. L'idéal, ce serait de pouvoir changer cette valeur-là, mais dès que je déplace la souris ici, en fait, on voit que la loupe change, la boucle de l'outil couteau change de place, forcément. Donc c'est très difficile à pouvoir changer cette valeur-là en gardant la boucle à son emplacement. Alors comment faire? Eh bien, en fait, il faudrait que la boucle se soit gelée à cette position-là le temps que je déplace la souris jusqu'ici. Ou alors que la boucle soit gelée à cet emplacement-là le temps que je déplace la souris jusqu'ici. Comment je peux faire ça? C'est simple. Je mets là où, à peu près là où je veux, et j'appuie une seule fois sur la touche majuscule. La boucle est devenue gris clair. Au lieu d'être blanche, elle est devenue gris clair. Et maintenant, si je bouge la souris, en fait, la boucle reste en place. Et là, je peux aller changer ici la valeur. Je mets 95 et je peux faire entrer. Et la boucle s'est mise à 95, pile là où j'ai besoin. Donc, en faisant ça, en fait, j'ai déplacé la boucle où je voulais. Alors, quand je sélectionne un autre outil, on peut voir que la boucle n'a pas été mise en place. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas validée. Donc, je recommence, touche K. Ici, je me mets à peu près, on va dire là. J'appuie une fois sur la touche majuscule. La boucle devient gris clair. Une fois sur majuscule. Si j'y arrive. Ah. Une fois sur majuscule. Voilà, une fois sur majuscule, la boucle devient gris clair. Ici, je peux aller changer le 95%. Je fais entrer. Je reviens ici et j'ai juste à cliquer pour valider ma boucle. Et donc la boucle ici est placée là où il faut. Ici, si je veux en veux une à 5%, je me mets là. Une fois sur majuscule, j'ai le clavier qui déconne. Je peux aller déplacer ici à 5%. Je fais entrer. Et je peux ensuite aller valider ma boucle en cliquant ici. Et donc là, j'ai placé une boucle à 95% et une boucle à 5%. Donc ça, c'est juste un petit truc qu'il faut connaître en fait. C'est la touche majuscule. Vous appuyez une fois sur majuscule, ça, là, une fois sur majuscule, voilà, la boucle devient gris clair et je peux déplacer la souris. Et si je rappuie en fait sur majuscule, ça change en fait la boucle là où j'ai besoin de la mettre. Voilà, donc ça c'était un petit truc qu'il faut connaître pour déplacer en fait la loupe, la boucle de l'outil couteau à l'endroit exactement où on veut, en utilisant en fait les valeurs dans sa boîte de propriété. Cette valeur ici, la valeur décalage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, alors il y a un... Je vais reprendre cette scène-là, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Voilà. Imaginons que ici, je veux travailler uniquement sur l'épée. Alors, je vais passer comme ça, là, uniquement sur l'épée. Mais dans ma scène, j'ai plein de choses. J'ai peut-être même énormément de choses comme ça, de charger. J'ai plein de petits outils, plein de petits objets, etc. Et je me retrouve avec en fait quelque chose qui est très long. Il y a plein de cercles, il y a plein de... C'est gênant. Ici, j'ai plein de choses, c'est vraiment gênant. Il y a des petits plugins qui sont pratiques, qui permettent d'isoler en fait un élément. Le plugin qui s'appelle Magic Solo, je crois, de Nitroman, je pense, je suis pas sûr. Il y a d'autres outils, d'autres plugins dans le même genre qu'on peut ajouter à Cinema 4D. En fait, on sélectionne un élément, on clique sur l'icône et puis ça met en fait seulement cet élément-là visible. Mais seulement ici, moi, c'est dans la hiérarchie que ça me gêne. Alors je pourrais tout mettre sur des calques, je pourrais faire plein de calques et puis mettre chaque élément sur des calques différents. Mais il y a une méthode aussi qui est très pratique. Par exemple, si je veux travailler que sur la hiérarchie de l'épée, je sélectionne ici l'épée, je fais un clic droit pour avoir le menu ici déroulant.
Et ici, je peux ici définir, alors que je me trompe pas, là, définir comme racine. L'icône, c'est cette petite icône-là. Alors, vous pouvez mettre ça forcément en raccourci. Hein. Définir comme racine, je clique dessus. Et toute ma hiérarchie a disparu, sauf l'élément qui a été défini comme racine. Enfin, les enfants de l'élément qui a été défini comme racine. Donc ici, j'ai toujours tous mes éléments dans la scène. J'ai tout d'affiché. Mais dans la hiérarchie, j'ai seulement ce qui est contenu dans le neutre épée. Donc là, je peux travailler en fait seulement sur la hiérarchie de l'épée. Je ne vais pas me tromper de polygone. Je ne vais pas me tromper d'objet polygonal. Je ne vais pas me tromper de cercle, de sphère, etc. dans ma scène. Parce que les seuls éléments que j'ai dans ma hiérarchie, c'est ceux de cette épée. Si je veux revenir en arrière, si je veux reprendre toute la hiérarchie, je vais ici dans édition. Non, c'est dans vue. Et je fais ici aller au niveau principal. Et là, je reprends en fait toute ma hiérarchie complète. Si maintenant je veux travailler que sur la bouteille ici, je peux sélectionner que sur les rectangles de la bouteille, je peux sélectionner ici la bouteille, clic droit, définir comme racine, et ici je n'ai que les cercles et les rectangles qui sont utilisés pour cette bouteille. Et je peux revenir ici ensuite, aller au niveau principal, reprendre en fait toute la hiérarchie complète. Donc ça c'est un petit truc à connaître pour quand vous avez des hiérarchies très très complètes avec beaucoup de choses. Ça permet en fait de se focaliser seulement sur certains éléments en sélectionnant l'élément parent et en sélectionnant ensuite définir comme racine. Voilà. L'élément parent n'est pas visible, hein, c'est l'objet racine. Ensuite on n'a que les autres éléments de la scène. Donc là, je retourne au niveau. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, dans les questions, on m'a demandé comment on pouvait faire un piston. Ça revient un petit peu sur la science-fiction. Ça va être plus intéressant peut-être. C'est un truc tout bête, un piston. Un piston, c'est 2 cylindres et un cylindre qui rentre dans l'autre. Donc on va faire ça. Voilà, parce qu'il y a une petite chose qu'il faut connaître. Je vais faire donc 2 cylindres. J'en fais un légèrement plus fin. Comme ça. On va aussi faire 2 attaches peut-être. Oui, je vais en rajouter un autre comme ça. On va le mettre dans ce sens-là. On va le mettre là. Et puis encore un autre qu'on va mettre ici. Voilà. Donc celui-là et celui-là, ces deux-là, on sont ensemble. Alors je vais faire ça. Et je vais faire ça. Donc ici j'ai un cylindre comme ça, à l'horizontale, avec dedans un cylindre à la verticale. Ensuite j'ai un deuxième cylindre à l'horizontale et dedans un autre cylindre à la verticale. Et donc ça c'est à peu près un piston. Seulement maintenant si je veux animer ça facilement, par exemple je voudrais que ce piston là, cette partie-là du piston, je voudrais pouvoir la déplacer en hauteur, comme ça fonctionne bien. Bon là ça dépasse mais c'est pas gênant, ça fonctionne bien comme ça. Mais si je veux par exemple que ça bouge comme ça, en fait ici le piston il ne marche plus, ça fonctionne plus. Alors il faut peut-être que je fasse tourner en fait celui-là dans ce sens-là, mais il faut que ce piston-là tourne aussi dans ce sens-là, il faut qu'il aille se remettre à la bonne position, comme ça, et puis comme ça. Non, en fait, c'est pas pratique du tout. Le truc tout simple à faire pour gérer ça facilement en animation, c'est vraiment tout bête, c'est juste 2 tags. Je prends ici le premier cylindre, celui du bas, hein, celui qui est à l'horizontale. Je fais un clic droit dessus, propriété Cinéma 4D, et j'ajoute un tag cible. Voilà, cible. Ce tag permet en fait d'indiquer dans quel sens l'objet doit être tourné. Ici, il faut que je lui indique une cible, pour que justement cet objet soit toujours tourné vers la cible. Donc dans la cible, je vais indiquer le cylindre 3. Donc celui qui est ici. Alors ici, le cylindre, notre piston a tourné sur le côté, parce qu'en fait, le devant de l'élément, c'est la flèche bleue.
Donc il faut que je déplace en fait la flèche bleue dans le sens du piston. De 90 degrés, comme ça. Voilà. Donc maintenant, ici, ce cylindre 2 sera toujours tourné vers le sens de ce piston. C'est-à-dire que si je le déplace, il se tourne toujours vers le sens de cet élément-là, de celui-là. Toujours, parce qu'il y a ce tag cible, la flèche bleue est toujours tournée vers cet élément-là. Je le remets en place. Voilà. Le cylindre 3, il faut qu'il fasse la même chose. Donc ici, la flèche bleue qui indique le sens, je vais la mettre vers le bas, à moins 90 degrés. Voilà. Et je vais ajouter aussi sur le cylindre 3 un tag propriété Cinema 4D cible. Et dans cette cible, ici, je vais indiquer le premier des deux cylindres, le cylindre 2. Donc cet élément-là devient la cible de cet élément-là. Et maintenant, si je déplace cet élément-là ou cet élément-là, dans les deux cas, le piston va garder en fait sa forme de piston. C'est-à-dire que ce que je vais faire tout de suite, ici, si je déplace comme ça, on voit que ça fonctionne. Et si je déplace l'autre partie, on voit que ça fonctionne aussi. Voilà, on peut déplacer comme ça, comme ça. Bon, là, forcément, là, je déplace trop loin, mais ça fonctionne dans les deux cas. Comme ça. Et donc là, j'ai un piston qui est facile à animer grâce à simplement ces deux tags cibles. Alors, je répète, hein, on fait tourner en fait l'angle bleu dans le sens du piston, la flèche bleue dans le sens du piston, ici et ici. Et ensuite, on ajoute les deux tags pour indiquer que chaque élément doit être toujours tourné vers le deuxième élément. Donc ça, c'était un petit truc en plus à savoir. Pour les pistons, ensuite on va finir sur... je vais fermer ça. On va finir sur les templates YouTube. J'ai tout fermé. Non. Tout fermé. Voilà. Parfait. Donc je vais aller sur le site YouTube. Voilà le site YouTube. Donc un nouveau template YouTube, je rappelle, c'est celui-là. Et ici, il y a une image, donc on peut personnaliser. Si je vais ici sur youtube.com One Channel, qui est la présentation donc du nouveau template, ici on a présenter vos contenus de façon optimale sur les écrans, découvrir les spécifications pour créer une illustration de chaîne. Je clique dessus et on a ici les consignes qu'il faut suivre en fait pour créer son image de bandeau. Le bandeau. Alors c'est une image de 2120 pixels par 1193 pixels. En fait, ça c'est le format pour les télés. Pour les télé HD. Donc pour regarder YouTube sur une télévision, vous aurez en fait l'intégralité de l'image. Ensuite, pour les ordinateurs, ça utilisera seulement une hauteur de 350 pixels sur la largeur de 2120. Donc ici on voit il y a les pointillés en bleu. Pour les tablettes, c'est la partie en rose ici, donc 1536 sur 350. Et pour les laptops, les netbooks et puis les téléphones, les smartphones, c'est du 1280 par 350, si je ne me trompe pas. Donc la partie en rouge ici, c'est la partie qui est sûre d'être affichée sur le bandeau. Tout le reste, en fait, ça dépend du périphérique sur lequel on regarde la chaîne. Donc on va recréer ici, dans Cinema 4D, ces guides afin d'avoir en fait des repères quand on crée une image de fond, un bandeau, comme je l'ai fait ici sur ma chaîne, je remontre. Ici, ça a été fait avec Cinema 4D. Donc c'est une scène où j'ai simplement défini les guides et puis ensuite j'ai mis mon image au milieu. Donc comment on va faire ça? On va commencer par créer un plan avec un segment de largeur et de hauteur de 1 seulement, pour avoir qu'une seule ligne, pas de segmentation. Et on va donner ici les dimensions, alors on va le mettre en plus Z, et on va donner les bonnes dimensions. Donc ici c'est du 2120 par 1193. Voilà. Petit zoom arrière. Parfait. Je vais retirer peut-être la... Non, je vais laisser la grille. Donc là, j'ai un plan qui m'indique en fait la dimension utilisée sur les écrans de télévision. Je vais dupliquer ce plan, donc un contrôle-clic déplacé vers le bas ou un copier-coller. Ce double, je vais lui changer ses dimensions. Ici, c'est 2120 par 350. Si je ne me trompe pas, je vérifie, oui, 350.
Donc ici on a une deuxième partie plus petite. Alors je vais mettre affichage de gros plus ligne, voilà. On voit bien qu'il y a une partie plus petite au centre. En ça, c'est la partie pour les ordinateurs. Je vais dupliquer encore cette partie. Voilà. Maintenant, c'est toujours ici 350, mais ici, maintenant, c'est du 1536. 1536. Voilà, j'ai une partie encore plus petite. Ça, c'est pour les tablettes. Je refais encore une copie de ce plan-là. Et ici, maintenant, c'est du 1280. Voilà. Donc ici, j'ai recréé en fait ce modèle. Mais là, c'est des plans, c'est pas pratique. Donc je vais sélectionner tous les plans. Je les rends éditables avec cette icône. Voilà. Ensuite, je vais tous les relier ensemble. Alors je fais un clic droit, connecter plus supprimer. J'obtiens qu'un seul plan avec seulement les lignes, les arêtes que j'ai besoin. Je vais passer en mode arête. Je sélectionne toutes les arêtes avec CTRL A. Comme ça, j'ai toutes les arêtes de sélectionner. Je vais aller chercher dans les outils de spline, alors structure, modifier la spline, convertir les arêtes en spline. Dans les versions 12, 13, 14 de Cinema 4D, c'est dans maillage, outils de spline, que vous retrouverez ça. Convertir les arêtes en spline, voilà. Maintenant ici, en fond du plan, j'ai une spline que je peux faire ressortir du plan. Le plan, je peux l'effacer, j'en ai plus besoin. Je garde que les splines. Et là, en fait, j'ai mon template pour YouTube. Seulement, là, c'est pas pratique parce que c'est pas encore bon, je peux pas encore l'utiliser. Je vais d'abord aller changer ici dans les paramètres de rendu. Alors, paramètres de rendu, c'est pour une image, c'est pas pour une animation, donc image courante. Et ici, je vais changer, je vais mettre donc la totalité de l'image, donc 2120 par, ici, c'est 1193. Voilà. Ça, je ferme pour le moment. Je vais ajouter maintenant une caméra à ma scène. Caméra. Voilà. J'ai ajouté une caméra. En mode modèle, je vais la mettre en position 0, 0, 0. Et en rotation 0, 0, 0. Donc ici, j'ai une caméra qui est placée en fait exactement comme ça. Elle est au point 0, 0 et elle n'a aucune rotation. Je vais maintenant la faire déplacer comme ça. Je passe ici dans la vue avant. Voilà. Et avec les petites poignées jaunes ici, je vais la placer pile sur ma spline modèle. Donc ici, j'ai juste à déplacer un des endroits, puis la mettre pile dessus. En fait, elle garde ses proportions. Donc il n'y a qu'une seule poignée à déplacer pour bien la placer correctement. Ensuite, ici, je vais passer dans la vue de droite. Voilà. Et je vais la positionner pile sur la ligne de mon modèle. Donc ici, je déplace ça comme ça, légèrement, pour que ça soit pile dessus. Voilà. Parfait. Je remets comme ça. Là, c'est parfait. Maintenant, il faut que je déplace ça légèrement vers le bas parce qu'en fait ici, si je me mets sur la... Là, j'ai bien sur la caméra, j'ai bien le modèle vue de face. Mais si je veux conserver quand même des ombrages sur le sol, si je veux créer un effet d'ombre comme je l'ai fait ici, il ne faut pas que l'ombre... Il ne faut pas que le sol traverse autant comme ça, en plein milieu. Il faut que la caméra soit un petit peu au-dessus du sol. Donc je vais sélectionner la caméra et le plan. Outil de déplacement et le remonter légèrement. Alors juste un petit peu, je vais passer dans les 4 vues. Juste un petit peu, comme ça. De manière à ce que la ligne, ici la ligne rouge, la ligne des X, la ligne de l'horizon, soit pas pile au centre, mais juste un petit peu en dessous. Mettre ça à peu près comme ça. Voilà. Une fois que c'est bon, je sélectionne ces deux éléments-là, clic droit, propriété Cinema 4D, j'ajoute un tag protection comme je l'ai montré tout à l'heure. Tag protection. Voilà, protection. Comme ça, ces éléments-là ne peuvent plus bouger. Ils sont fixes. Hein, je ne ferai pas de bêtises avec. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je peux ajouter un plan. Alors, un sol, plutôt. Donc, on va ajouter un sol. Voilà.
Si je regarde la caméra, en fait, voilà le sol, ce que ça donne. J'ai ajouté un sol. Je peux ajouter un élément dans ma scène. Le mettre au niveau du sol. Si je fais ça comme ça, en fait, ici, j'ai l'élément qui est pile au centre. Et on voit, en fait, ici, grâce à ces lignes, si ça dépasse ou pas du bandeau. Si je veux que cette sphère soit un peu plus petite, je peux la réduire ou la déplacer vers le fond. Comme ça. Petit rendu, voilà. On va ajouter quelques textures. Alors forcément, une texture sur le sol. Une texture sur la sphère. Voilà. Alors on va mettre la sphère en orange. Comme ça. On va mettre le sol dans ces tons-là. On peut ajouter de la lumière, forcément. Voilà. On peut ajouter un arrière-plan. Arrière-plan, on met le même arrière-plan, la même texture sur l'arrière-plan et sur le sol. Et sur le sol, on ajoute un tag composition avec le fond. Alors c'est tag de rendu et aussi on coche composition avec le fond. Voilà, là je commence à avoir quelque chose d'intéressant. Ensuite, on ajoute plus de lumière. Alors moi, je vais carrément refaire, en fait, je vais retirer ça, je vais retirer ça, je retire ça. Et si je vais simplement rajouter la scène de base que j'ai créée dans un autre tutoriel. Comme ça, si je fais ça, comme ça, si je fais ça, j'ai tout de suite quelque chose qui me plaît. Quelque chose qui est utilisable. Et ici, on peut voir que ça reste dans le plan, en fait, dans le template du nouveau YouTube. Donc, en faisant ça, en fait, on peut créer une image pour votre chaîne YouTube avec Cinema 4D en utilisant ces guides pour savoir exactement où vous voulez mettre vos éléments. Par exemple, ici, on va mettre cette sphère un petit peu plus sur le côté, par exemple. Voilà, et puis on peut très bien rajouter un texte. Alors, objet texte, qu'on va centrer. J'ai oublié de charger les polices, donc ça va peut-être être un peu long à charger. Non, c'est bon. Parfait. Voilà. YouTube. Voilà. Ça, on va le mettre à peu près comme ça. On va le faire plus petit peut-être. 150. On va le mettre au même niveau. Voilà. Non, 150 ça va pas. Je vais laisser 200. 200. Alors là, oui, on peut travailler en fait directement dans la vue ici, hein, la vue 2D ou directement dans la vue 3D ici. Ici, on va rajouter un peu de couvercle. Voilà. Je fais ça. Ici, j'ai mon template pour YouTube qui peut être fait très rapidement, très facilement. Alors, pas oublier ici, enregistrer au format image. Alors ici, je crois que YouTube accepte que le JPG. Je suis pas sûr, j'ai pas essayé le PNG, j'ai pas essayé le GIF, mais je sais que le JPEG ça fonctionne. Donc ici rendu JPEG. Ici, il n'y a pas besoin de jouer avec toutes ces icônes là, on a mis les tags de protection, ça ne bougera pas en fait. On a vraiment le template qui est pile à la bonne dimension. Ici le rendu qui se fait pile à la bonne dimension. Donc on a juste à s'arranger pour que le logo de votre chaîne rentre bien dans ce carré ici. J'ai caché le sol pour montrer bien le carré, voilà, qui rentre bien dans cette boîte. Ici, on peut le descendre, le monter, etc. En sachant que si ça dépasse, en fait, c'est pour les autres périphériques et toute la grande partie, en fait, c'est pour les télévisions. Donc voilà, en faisant ça, comme ça, j'obtiens très rapidement, en fait, un logo pour une chaîne YouTube, hein, comme je l'ai fait ici. Ici, j'ai utilisé simplement des trucs qu'il y avait dans la médiathèque et du texte. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. Donc on a vu quelques raccourcis clavier,
Pour changer les modes ici de modélisation, on a vu une raccourci clavier pour activer et désactiver les hyperNURBS et les autres générateurs. On a vu que pour exporter un fichier MOV, un fichier QuickTime avec une couche alpha, il fallait mettre en millions de couleurs sans compression ou animation. On a vu le tag ici protection. On a vu quoi encore? CTRL majuscule Z qui permet de remettre en fait la vue précédente si vous avez fait une erreur. On a vu quoi encore? L'outil couteau, la touche majuscule qui permet de figer une coupe, le temps de changer les paramètres. On a vu de définir comme racine pour la hiérarchie. Et puis ici, comment créer rapidement avec des splines un thème pour YouTube. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. On verra peut-être la cage de spline ou peut-être la modélisation, tout va dépendre si j'ai trouvé en fait ou pas le blueprint qui me plaît pour la cage de spline. C'est pas gagné du tout parce que il n'y a pas beaucoup de choses qui m'intéressent à modéliser avec une cage de spline. Mais on verra ça plus tard. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, toujours sur Cinéma 4D.